quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, bonsoir, bienvenue sur TV5 Monde et dans le magazine de l'art de vivre Nec Plus Ultra. Aujourd'hui, le top du top a plusieurs facettes, aussi belles et glamour les unes que les autres, sommaire. En avant-première de la grand-messe des antiquaires. Le grand luxe d'un hôtel en toute simplicité. La démesure réussie d'un grand couturier. Branché et raffiné, une bonne adresse pour la soirée, mais c'est loin. On commence avec le summum du beau à la française, le château de Versailles, le meilleur des jardins, servira de modèle au décor de la prochaine Biennale des Antiquaires qui se tiendra sous la magnifique verrière du Grand Palais du 11 au 21 septembre prochain, découverte en avant-première. La Biennale des Antiquaires est depuis les années 50 le garant du rayonnement de cette profession à travers le monde. Tous les 2 ans, elle réunit les trésors des marchands les plus importants sous la plus grande verrière d'Europe, celle du Grand Palais. Pour sa 27e édition, Christian Dédier, président du syndicat national des antiquaires, a fait appel à Jacques Grange, décorateur au talent mondialement reconnu. Il mettra en scène les jardins de Versailles au Grand Palais grâce au précieux concours des jardiniers du château. Après le scénographe Pierluigi Pizzi, le décorateur François-Joseph Graff et Karl Lagerfeld, c'est l'imaginaire de Jacques Grange qui va agiter ce véritable musée éphémère. C'était un challenge. Après Karl Lagerfeld, qui est quand même le grand maître, c'était très dur de trouver quelqu'un qui accepterait de faire quelque chose et ne pas être dans l'ombre. Et Jacques Grange est un des plus grands décorateurs français, très très connu aux États-Unis, maintenant également en Asie. Et on s'est dit, avec Jacques Grange, ça pourrait être intéressant s'il acceptait de relever le défi. Et Jacques Grange a été absolument emballé en disant « bah oui, je vais faire quelque chose ». Et puis on voulait faire des choses avec les jardins aussi. On était parti sur l'idée de jardin. On s'est mis d'accord avec Versailles. Jacques Grange va faire une interprétation. Donc il va faire les jardins à son idée, en s'inspirant de Versailles, tout en gardant une image biennale. Donc je pense que ça va être génial et je pense que les gens seront très surpris. Et il semble faire l'unanimité. Je crois que l'idée est venue de cette année Le Nôtre qui s'est achevée, pendant laquelle nous avons célébré la mémoire du jardinier du roi. Et nous avons fait pendant toute l'année 2013 revivre les jardins. Et je crois que c'est ce qui a attiré évidemment Jacques Grange, qui est venu avec nous plusieurs fois d'ailleurs, mettre ses pas dans ceux de Louis XIV et d'André Le Nôtre pour voir ces bosquets. Et ces bosquets, évidemment, peuvent être une source d'inspiration à l'infini, puisqu'on a coutume de dire ici que les dehors valent les dedans et qu'on a ici un musée de plein air qui peut inspirer la création d'aujourd'hui. Expression paroxystique du classicisme dans l'art des jardins, le jardin à la française est un mélange de perfection formelle, de majesté théâtrale et, il faut bien le dire, d'un certain goût du spectacle. Je suis allé absolument 2 fois avec différentes lumières pour m'imprégner de l'atmosphère des bosquets, des proportions. Et c'est en voyant l'exposition Le Nôtre, quand j'ai vu qu'ils avaient imprimé les bassins et le tracé des jardins sur le sol, que je me dis, alors nous, on va imprimer une forêt, etc. Le propre des bosquets, c'est justement qu'on y pénètre sans savoir où l'on va et que l'on peut s'y perdre et que pour découvrir ici un air de musique, là un jeu d'eau, ailleurs une statue monumentale. Et je crois que c'est ce qui va soutenir toute la création de Jacques Grange. Voyons ce qu'il en est auprès de l'intéressé. J'ai pensé accentuer le côté absolument des jardins à la française. On marchera sur des jardins à la française surdimensionnés, comme si on était Alice au Pays des Merveilles dans un jardin, j'espère. Et tous les murs, toutes les façades des stands seront une évocation des treillages et des bosquets, ponctués de taupières taillées. J'espère pouvoir arriver à donner un bruit d'oiseaux, des bruits de forêt, des bruits pour accentuer ce côté forêt magique. Voilà. Au fond, le sol, c'est une forêt sur laquelle s'imprimera les grands dessins d'arabesque de jardin à la française.
On rentrera sur trois bassins et des paupières, ça sera le premier choc. Je pense que par l'interprétation d'aujourd'hui de ce que je vais faire, ça ne va pas donner un côté classique, mais un côté contemporain, comme une mise en scène de théâtre contemporaine. Je crois que la Biennale des Antiquaires a voulu honorer les visiteurs du monde entier en les conviant à un premier dîner de gala ici, qui se tiendra à l'Orangerie. Et ce dîner de gala réunira nos plus grands chefs pour montrer ce qu'est la gastronomie française et ce qu'est aussi la manière de servir à la française, ici même, là où tout a commencé, on peut dire, à Versailles. Deux chefs-d'œuvre de l'architecture française se répondront par l'intermédiaire d'un jardin dans un fol anachronisme. On veut faire connaître aux gens ce que l'on est capable de faire, montrer le savoir-vivre à la française, la qualité de vie, la richesse de nos artistes passés, j'espère futurs, mais pour l'instant on est surtout dans les artistes anciens, puisqu'on n'est pas la FIAC ou on n'est pas ces salons d'art contemporain, donc ce n'est pas notre but, mais on veut montrer ce qui s'est passé, qu'il y a une continuité, on veut montrer également la richesse de la nourriture française, des vins français, puisqu'on va présenter quand même, on aura un menu gastronomique tous les jours, avec des chefs différents tous les jours dans le restaurant. C'est également la force de la Biennale, d'avoir des gens comme ça qui nous secondent, qui nous aident, et c'est la différence de la Biennale et des autres salons. Les autres salons, c'est toujours les mêmes allées, les mêmes décors. On va changer la couleur des tulipes ou on va changer la couleur de la moquette. Nous, on casse tout, on recommence et à chaque fois, on doit recréer. 4 à 500 personnes environ vont travailler pour cette biennale. Le mois de septembre s'annonce bien. Le Roi Soleil sera peut-être lui aussi au rendez-vous. En attendant cet événement exceptionnel unique au monde, détour par l'île de Ré où la demeure d'un armateur du XVIIe siècle a été transformée en 5 étoiles. C'est le premier de l'île et de la région Poitou-Charentes. C'est par là. Non, par là. À l'entrée du port de la capitale historique de l'île de Ré se dresse l'hôtel de Toiras avec ses façades typiques des vieilles demeures rétaises. Cette maison d'armateur du XVIIe siècle est un élément essentiel de l'activité et de la vie de cette cité portuaire. Le service y est merveilleusement personnalisé et donne une expérience à part de l'hôtellerie 5 étoiles. Chacune des 20 chambres et suites de l'hôtel possède une atmosphère unique et offre une vue imprenable sur le port ou le patio intérieur. Son restaurant, la table d'Olivia, est un enchantement avec son menu imprévisible du marché. L'hôtel de Toiras, c'est d'abord un coup de cœur sur un bâtiment ancien du XVIIe, sur un lieu exceptionnel, sur un port à la fois de pêche et de plaisance, ouvert sur l'Atlantique et donc une opportunité incroyable d'en faire en effet, pourquoi pas un hôtel. Et après, c'était avec ce bâtiment ancien, comment le transformer et le faire revivre. Et l'idée de thématiser en fait l'hôtel et les 20 chambres à travers des personnages qui ont marqué l'histoire de la région est venue assez naturellement. On est vraiment dans un endroit riche en histoire avec des personnages qui ont un peu voyagé à travers le monde, en passant, bien sûr, le maréchal de Toiras, c'est une chose, le duc de Buckingham, Nicolas Baudin, botaniste, qui était un scientifique qui a découvert les terres australes sous Bonaparte et qui est originaire de l'île de Ré. Et puis Pierre Loti à Rochefort, là on va dans le voyage, le côté un peu plus orientaliste. Et alors après, il a fallu trouver un peu de touche féminine, puisque dans l'histoire, on reste sur des personnages assez masculins, comme Madame de Sévigné, fille du baron de Chantal qui avait combattu auprès de Toiras, Marie Mancini, Asiadé, muse de Pierre Loti. Et donc à partir de là, une fois les noms et les thèmes sélectionnés, il y a eu toute une recherche d'atmosphère, de tissus, de mobilier ancien. Avec sa vue panoramique sur le port de Saint-Martin de Ré et ses 110 mètres de superficie, la suite présidentielle George Washington offre des équipements haut de gamme et symbolise avec subtilité le charme raffiné et l'ambiance chaleureuse de cette demeure. Chaque mobilier, chaque couleur, chaque tissu n'est pas anodin. Et donc dans le guide des services, on a aussi insisté, si vous regardez dans le guide des services, on a personnalisé, on a repris l'histoire de chaque personnage pour que les gens comprennent en fait pourquoi tel ou tel personnage. C'est vrai que George Washington, à première vue, on se dit, bon, bah,
qu'est-ce qu'il faisait là. Et donc là, on a retrouvé une gravure dans les livres de son ancêtre Nicolas Martiaux, originaire de l'île de Ré. Donc il y a toujours des références, des multitudes de petits détails qui viennent rappeler en fait pourquoi on a choisi telle couleur ou tel meuble. Et ce papier peint, à quoi fait-il référence ? J'ai retrouvé en fait une série limitée où il restait quelques rouleaux d'un papier peint qui représentait exactement la maison de George Washington dans le Vermont. La Villa Clarisse, hôtel particulier du XVIIIe siècle, est située à 3 minutes à pied de l'hôtel de Toiras. Elle est en quelque sorte la dépendance avec son jardin de plus de 1000 mètres carrés et sa piscine extérieure chauffée. Avec ses allures de maison de famille, elle fut en réalité autrefois un cloître. Elle en garde aujourd'hui la précieuse sérénité. La décoration marie subtilement style contemporain et régional. Côté cuisine, une savoureuse collation est possible au déjeuner, mais la vraie table de l'hôtel, c'est la table de Livia, où officie le chef Thierry Bouillet, avec sa cuisine à base de produits locaux. Plus qu'un restaurant, c'est l'intimité d'une maison totalement idéalisée qui vous embarque le temps d'une soirée. Entre produits frais et saveurs nouvelles, le chef maîtrise tradition et créativité à la perfection. Le jour où ils ont souhaité intégrer la chaîne Relais Château, on leur a demandé de créer de la restauration. Et comme on est ville protégée, etc., ils ont dû faire dans les murs existants. C'est-à-dire on ne pouvait rien créer en dehors de la bâtisse. Donc ils avaient cette petite cuisine qui était faite pour les petits déjeuners. Donc on est resté dans ce petit local. Aujourd'hui, je vais faire un rouget casseron et pommes de terre de l'île de Ré farcies avec une vinaigrette à la betterave. Le menu se fait un peu à l'improviste selon les produits du marché et les désirs des habitués. C'est comme si le chef savait lire dans nos pensées les plus abstraites. Du fait de notre clientèle, moi, je prends des produits haut de gamme, voire très haut de gamme. Je demande à une clientèle relativement fidèle qui revient. L'idée, c'est de demander ce qu'eux souhaitent manger. Par exemple, je les accompagne faire le marché, ou eux font le marché, ils me ramènent les produits et je les travaille selon ce qu'ils souhaitent. Les desserts. Pour parler de la carte aujourd'hui, je fais une tarte au citron déstructurée avec une gelée au fenouil. Et je fais un Paris Saint-Martin, c'est des choux à la crème caramel, beurre salé. Voilà, avec une écume au cognac. Miam, des mets à l'image de l'île de Ré où la pointe du raffinement se trouve dans une délicate simplicité. On est dans l'île de Ré, donc de toute façon on est sur une destination qui est sauvage, qui est historique. Et il faut garder ce sens de la simplicité qui n'est pas quelque chose de simple. Donc on n'est pas dans l'ostentatoire. Entre le maniéré et l'état brut, il y a cet état que l'on ne trouve que sur l'île de Ré. Aujourd'hui, la mode est signée Alexis Mabille, ce passionné du Maurice More en français. Le plus n'est pas l'ennemi du bien, bien au contraire. Il séduit, malgré son manque de modération, des tas de stars et de fashionistas défilés. Le point de départ de cette collection, en fait, c'est des humeurs, c'est des détails en fait, qui m'ont inspiré, d'un livre qui m'a inspiré, qui est un livre de photographie de François Allard qui s'appelle Le Grand Tour. Et en fait, il a fait cette idée au 18e où les artistes allaient faire le tour de la Méditerranée, vraiment profiter de la statuaire, découvrir l'architecture locale et s'en inspirer pour le retourner et être vraiment de leur temps. Donc c'est comme ça des émotions, des détails qui nous emmènent dans plein de voyages, mais qui au fond deviennent mes propres humeurs. Voilà. C'est pour ça qu'on a aussi beaucoup de blanc, beaucoup de coloris un peu plâtreux, de shades comme ça, un petit peu marbre, poli, mat, mélangé avec un petit peu de pastel, comme des ciels, comme des aquarelles.
travail de coupe qui est énorme et un travail de maîtrise de la coupe et avec ces tissus qui sont pas du tout faits pour, de jersey qui plombent, qui font des plis et qui sont pas faits pour ça. Donc il y a un vrai travail de maîtrise et de travail derrière cette collection. Oui, on avait envie d'incarnation de cette attaque de papillons. Elles se font agresser par ces papillons dans le noir, comme ça. Et en même temps, c'est du grand drame. Elles sont fières d'elles, elles sont belles, elles le savent. C'est des vestales, mais dangereusement, comment dire, sensuelles. Et elles assument complètement leur corps, on va dire. Voilà. En gastronomie, le top se trouve à différents niveaux. L'une des meilleures tables du monde se trouve à Tel Aviv. Le chef, Avi Moshe, musclé, tatoué, super sympa et surdoué, crée des plats d'exception. C'est une star dans son registre, évidemment. Nous l'avons rencontré. Adresse incontournable de Tel Aviv, le Messa a les allures branchées d'un bar new-yorkais et la cuisine raffinée d'un restaurant français. Le magazine Wallpaper le classe parmi les 80 meilleurs restaurants du monde. Pas étonnant quand on sert la cuisine gastronomique et raffinée du chef Aviv Moshe. Parmi les recettes spéciales, il y a le plat calamar servi avec les lentilles ou encore de la poitrine d'oie fumée avec sa crème de chou-fleur. On y trouve aussi un assortiment de vins et de fromages français. Bref, vous l'aurez compris, tout y est. Le Messa a ouvert en 2004. Cet endroit qui combine un bar et un restaurant est la formule idéale pour Tel Aviv. Le designer du restaurant est Alex Miltis. C'est un célèbre designer israélien. Le décorateur, c'est Philippe Stark. Quand on vient dans ce restaurant, on arrive de la grisaille de la ville de Tel Aviv et on atterrit dans cet endroit. On ne s'y attend pas. Quand tu ouvres la porte, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à toi. Bonne ambiance et bonne cuisine, le cocktail explosif pour une soirée réussie. Le chef est originaire du Kurdistan. Et il a ramené les recettes de ses plats préférés, préparés par sa maman, tout en les réinterprétant. Que ce soit à la manière française ou à la manière israélienne. C'est toujours son interprétation à lui de la cuisine de sa maman. La gloire de ma mère aurait pu écrire Marcel Pagnol s'il avait rencontré ce chef qui prépare une cuisine gastronomique avec détachement comme s'il était à la maison. Je suis un autodidacte. J'ai appris la cuisine en travaillant au contact de plusieurs chefs bons dans leur domaine. Petit à petit, j'ai fait mon chemin. Ma cuisine naît de mon intuition, mon feeling. Ça vient tout seul. Je me lève le matin et les idées me viennent. C'est bien pour ça qu'on est dans un restaurant de chef. J'invente ma cuisine. La cuisine que l'on fait ici est assez moderne. On a même fait rentrer de la cuisine moléculaire. Et nous utilisons beaucoup les techniques culinaires françaises.
Je fais partie de la nouvelle génération des chefs qui n'a pas peur, on ose. Et le savoir-faire français y est aussi pour quelque chose. Je dois aimer la manière de travailler à la française, d'être précis, d'être aussi inventif. En gros, de travailler comme il faut. Qu'est-ce que c'est la manière de travailler à la française? Que vous a-t-on appris en France? De venir à l'heure, de travailler bien, enfin d'être propre, d'être précis dans les dressages des assiettes, de toujours travailler avec ses deux mains, chose qu'ici, ils le font pas tout le temps. C'est juste qu'ils essayent de travailler beaucoup plus vite et ils pensent en faisant deux choses avec les deux mains, ça va aller plus vite. Le temps est une dimension, si ce n'est suffisante, absolument nécessaire à la qualité. Si vous y ajoutez l'amour et l'excellence des produits, vous êtes sûr d'avoir réussi. En Israël, nous aimons bien tout ce qui se mange rapidement et facilement comme les pitas. Quand nous proposons des menus dégustation, nous créons de nouvelles recettes qui ne sont pas à la carte. Et là, nous préparons des pitas aux truffes, juste pour vous. Le chef est très surprenant. Quand il fait des expérimentations dans la cuisine, il vient toujours dans mon bureau pour me faire goûter et me demander de deviner ce que c'est. Et chaque plat a son propre truc, sa spécificité, ce qui est très surprenant. Et la manière dont il présente les mets dans l'assiette est absolument fabuleuse. La clé du succès de ce bar-restaurant se cache dans ses cuisines. Enfin, pour tous ceux qui sont à table, c'est un secret de polichinelle. Si j'ai un rêve pour Messa, je pense que notre rêve en tant que groupe, c'est d'ouvrir d'autres Messa dans le monde entier. Paris First, please, je suis sûre qu'il y a plein de clients dans le monde qui attendent aussi leur Messa. Je peux vous dire que mes papilles exigeantes gardent un souvenir ému de cette expérience culinaire. Aujourd'hui, la définition du luxe est donnée par Anaïs Sassi, la créatrice et l'animatrice des rencontres littéraires Les Salons d'Anaïs. L'inaccessible, le rêve permanent, la beauté. Joli, merci de nous avoir suivis, merci à la Fondation Cartier de nous avoir accueillis. La Fondation va fêter ses 30 ans à cette occasion. À partir du 10 mai, événements, expositions et diverses festivités vous convient à cet anniversaire. Je vous retrouve la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde ou sur notre page Facebook avec notre coup de cœur. En attendant, on essaye de savoir quelle est la bonne attitude à avoir lorsque l'on arrive à un dîner. Il ne suffit pas de dire bonsoir et il vaut mieux le savoir. Au revoir. Voici quelques règles incontournables. On n'arrive jamais à l'heure dite. C'est-à-dire, vous êtes invité à 20h30, vous arrivez à partir de 9h moins le quart. C'est ce qu'on appelle le quart d'heure de courtoisie. Arriver à plus de 20 minutes, une demi-heure après, là, ça devient vraiment grossier. La première des choses à faire, alors soit quelqu'un se charge de prendre votre vêtement, ça peut être quelqu'un qui est là pour la soirée, ça peut être la maîtresse de maison, mais si personne ne s'occupe de vous, vous-même, retirez votre manteau et le posez quelque part sur une banquette ou sur un fauteuil. Mais la règle veut qu'on ne rentre pas dans un salon avec son manteau. À partir du moment où vous rentrez dans le salon, là, les maîtres de maison, bien sûr, sont censés s'occuper de vous, vous présenter les personnes qui sont présentes. Et il est aussi d'usage que les hommes, assis, se lèvent lorsqu'une femme rentre dans un salon. De la même façon, les femmes plus jeunes se lèveront lorsque des femmes plus âgées aussi apparaissent dans le salon. Lorsqu'on arrive, on ne dira pas « bonjour messieurs, dames » comme à la boulangerie, mais on s'adresse à chaque personne individuellement en bannissant la formule « enchanté » qui ne veut rien dire. On n'embrasse jamais les gens qu'on ne connaît pas. Donc les gens, on leur donne une poignée de main et puis un homme, lui, peut toujours s'incliner devant une femme. Le baise-main se fait à une femme mariée, quel que soit son âge, jamais dans un lieu public, toujours dans un lieu privé. Et vous n'aurez jamais une deuxième chance de faire une bonne première impression.